Bonjour à tous, je vous propose d'explorer les 3 dernières branches de la carte mentale qui concernent la physiologie de l'excrétion, à savoir le devenir de l'urine, le traitement des déchets et le développement embryonnaire. Voici la carte en question. Nous allons zoomer sur le devenir de l'urine et évoquer les structures qui sont en jeu. Donc les reins, on l'a vu, vont produire l'urine qui va ensuite circuler dans les uretères. Les uretères donc, qui s'étendent, je vais commencer par ce point, des reins jusqu'à la vessie, donc plus exactement du bassinet des reins jusqu'à la vessie. Les uretères, ce sont des conduits pairs. Ils font 25 à 30 cm de long pour 1 à 10 mm de diamètre. Et donc ces uretères vont s'aboucher de façon oblique sur la vessie. Il n'y a pas de valvule à ce niveau, mais l'abouchement oblique fait que lorsque la vessie se remplit, eh bien, l'ouverture des uretères va être bouchée, l'urine ne pourra pas remonter. En revanche, elle pourra arriver des uretères vers la vessie. Les uretères sont en position rétropéritonéale et leur paroi est constituée par une muqueuse qui va border l'ensemble de la lumière. Autour de la muqueuse, on trouve une musculeuse et autour une adventice. L'urine qui circule dans les uretères va y circuler grâce à un péristaltisme lié à la musculature de l'uretère, mais la pression hydrostatique et la gravité vont aussi y contribuer. On trouve ensuite la vessie. La vessie est un organe impair qui est creux, qui fait 400 à 500 ml en moyenne, en fait un peu plus chez l'homme, un peu moins chez la femme. La vessie est en position sous-péritonéale et elle se trouve juste derrière la symphyse pubienne. Sa paroi est constituée par une muqueuse qui correspond autour de la lumière, au contour de la lumière. Autour de la muqueuse, on trouve une musculeuse. Cette musculeuse constitue ce que l'on appelle le muscle de la vessie, donc le muscle détrusor ou muscle vésical. Et autour de la musculeuse, on trouve une adventice, sauf sur la face supérieure où c'est une séreuse, plus exactement le péritoine, qui va constituer donc l'emballage à ce niveau-là. Sur la base de la vessie, on observe une zone particulière appelée le trigone vésical, qui est en forme de triangle, dont les sommets correspondent à des abouchements de tuyaux, et 2 sommets correspondent à l'abouchement des 2 uretères, et puis un sommet correspond au point de départ de l'urètre. Justement, nous pouvons nous intéresser à l'urètre. L'urètre, c'est un conduit impair qui est court chez la femme, 4 cm, et long chez l'homme, 20 cm. Chez la femme, c'est un conduit dans lequel circule uniquement l'urine, donc il a seulement une fonction urinaire, tandis qu'il a une fonction urogénitale chez l'homme, puisque l'urine y circule, mais également le sperme. L'urètre donc s'étend de la vessie jusqu'à l'environnement extérieur, où il s'ouvre via le méa urinaire. La paroi de l'urètre est constituée par une muqueuse, une musculeuse. On identifie d'ailleurs au niveau de l'urètre 2 sphincters. Le sphincter interne qui est constitué de muscles lisses, et donc c'est un sphincter qui est sous contrôle involontaire, tandis que le sphincter externe est constitué par des muscles striés, notamment des muscles du plancher pelvien ou du périnée. C'est un sphincter qui est sous contrôle volontaire. Enfin, on peut identifier une tunique adventicielle discrète. Concernant la miction, nous avons évoqué de façon simple le réflexe de miction. On sait que le tronc cérébral est en jeu, mais je vais me centrer là essentiellement sur les mécanismes très généraux qui se font et simplement le fait que c'est telle ou telle partie du système nerveux qui va être en jeu. On peut décrire la miction comme étant constituée de 2 phases. Une phase de remplissage ou réplétion et puis une phase de vidange. Durant la phase de remplissage, eh bien, les mécanorécepteurs, donc les récepteurs sensibles aux stimulations mécaniques et notamment à l'étirement de la paroi de la vessie, donc les mécanorécepteurs de la vessie, sont peu stimulés, l'étirement étant faible. Les signaux qui arrivent vont donc être des signaux qui disent que la vessie n'est pas pleine et qu'elle peut se remplir. Les effecteurs vont permettre ce remplissage puisque le muscle de la vessie qui est sous contrôle autonome est relâché, tandis que les 2 sphincters sont contractés. Le sphincter interne étant sous contrôle du SNA, le sphincter externe sous contrôle du SNS, donc du système nerveux somatique. On va trouver ensuite la phase de vidange.
qui va commencer quand les mécanorécepteurs de la vessie vont détecter un certain remplissage, à partir de 150 de millilitres. Les mécanorécepteurs vont envoyer des signaux qui disent que la paroi de la vessie commence à être étirée, voire assez fortement étirée. À ce moment-là, ces signaux vont pouvoir avoir un effet sur les effecteurs et le muscle de la vessie, le détrusor, va à ce moment-là se contracter, donc sous contrôle autonome toujours, tandis que les sphincters internes et externes vont se relâcher. Donc le détrusor est contracté, les sphincters sont relâchés et l'urine va pouvoir être émise. Le sphincter interne est toujours bien sûr sous contrôle du SNA, le sphincter externe sous contrôle du SNS. Et je vous invite à vous reporter au cours pour revenir sur les fonctions du parasympathique et de l'orthosympathique et sur les éléments plus détaillés concernant cette miction. Donc nous avons dit que le tronc cérébral est en jeu et nous avons aussi évoqué le fait que la miction peut être contrôlée donc de façon volontaire et dans ce cas-là, cela fait intervenir des structures situées au niveau du cortex cérébral. Donc nous avons terminé là pour la partie devenir de l'urine. Nous allons continuer sur le traitement des déchets, simplement pour souligner le fait que si les reins vont permettre l'excrétion, c'est-à-dire l'évacuation des déchets du métabolisme, d'autres organes vont aussi y contribuer. C'est le cas du foie, c'est le cas du tube digestif, c'est le cas des poumons, des glandes sudoripares et bien sûr on peut aussi évoquer le sang et les tampons qui sont présents à l'intérieur du sang. Les éléments qui figurent ici, nous les retrouverons dans les chapitres qui suivront. Concernant le développement embryonnaire des reins, nous pouvons souligner le fait que le rein va présenter une première ébauche qui est un pronéphrose qui va rapidement dégénérer. Ensuite, on va avoir une sorte de deuxième rein embryonnaire qui, pareil, va dégénérer très tôt. Et c'est le troisième rein embryonnaire, c'est comme ça qu'on peut en tout cas le décrire simplement, le métanéphros, qui va être la seule paire finalement à demeurer et qui va constituer donc les reins. Nous avons donc terminé l'exploration de cette carte mentale que vous pouvez retrouver sur mon site drpnevu.free.fr et je vous dis à bientôt.